Bienvenue sur Ici Beyrouth. Trois forces politiques se partagent désormais l'Assemblée nationale. En France, le nouveau Front populaire, Ensemble, l'alliance de la majorité présidentielle et le Rassemblement national qui a effectué un score moindre qu'attendu dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui inclut donc le Liban. Le match s'est effectué entre ces deux premières formations politiques que je viens de citer. Pour analyser l'ensemble de ces résultats, nous accueillons aujourd'hui Karim Moufti, professeur de sciences politiques et de droit international à Sciences Po Paris. Karim Moufti, bonjour. Bonjour. Dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, donc on le rappelle à nouveau, qui inclut le Liban, c'est Amelia Lakrafi qui conserve son siège avec environ 53% des voix contre Elsa Di Meo, la candidate du nouveau Front populaire qui a obtenu environ 47% des voix. Ces résultats, donc ce classement est le même à l'échelle du Liban. Pas de Rassemblement national au second tour ici. Comment est-ce qu'on l'explique ? Bien, écoutez, le Liban et plus généralement cette circonscription, elle est plutôt de droite. C'était l'UMP avant le groupe Ensemble, ou ce qu'on appelait la République en marche à l'époque. Donc vous avez vraiment un vrai ancrage à droite. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Elsa Di Meo, donc, qui représentait un peu la gauche, qui, elle, a été extrêmement pro-palestinienne, n'est-ce pas, ces derniers temps, et qui a causé beaucoup de problèmes à l'échelle des valeurs républicaines, je mets ça entre guillemets, dans la politique politicienne française. Eh bien, c'est intéressant de voir que dans cette circonscription, et notamment au Liban, ça n'était pas un argument suffisant, n'est-ce pas, donc qui était déjà un argument que j'avais donné au niveau des élections européennes. Gaza et la cause palestinienne en général, du moins dans cette circonscription, au Liban en particulier, vu l'histoire, vu le profil des électeurs, notamment ceux qui vont voter, parce qu'il faut aussi noter une très large abstention, qui est quand même assez remarquable, et qui est là aussi historique. On y reviendra dans un instant d'ailleurs. Et donc là, on voit qu'il y a une véritable fidélité, on va dire, à Emmanuel Macron et son mouvement, et aussi au travail qui a été effectué par Mme Lakrafi dans cette circonscription, qui est maintenant récompensé par ce résultat. Alors justement, vous l'avez mentionné, tout de même, l'alliance inédite de ce nouveau Front populaire a quand même effectué un score sans précédent au Liban. Dans un Liban, vous l'avez mentionné, on vote plutôt traditionnellement à droite et depuis plus récemment pour le parti présidentiel. Tout de même, il y a quelques semaines, Manon Aubry, donc la candidate LFI aux élections européennes, est arrivée en tête ici. Est-ce que la guerre à Gaza est le seul facteur d'explication pour ce score, encore une fois, vraiment inédit et qui en a surpris beaucoup ? Oui, il y a aussi une forme aussi de sanction vis-à-vis de la politique arabe ou la politique libanaise d'Emmanuel Macron, qui là aussi, après l'explosion du port et les promesses non tenues à la suite de ces deux visites, qui ont été saluées à l'époque, où il y avait énormément de promesses, il y avait énormément d'espérance, il y avait énormément d'espoir de la part des Libanais, dont beaucoup d'électeurs justement de franco-libanais établis ici, et qui là, bien évidemment, ne sont pas déplacés ou bien ont voté pour un autre candidat. On imagine mal le Rassemblement national faire un gros score dans cette circonscription, quoique, voyons dans quelques années. Mais en tout cas, pour ces élections, on voit bien qu'il y a eu une sorte de vote sanction, mais limité, et que la gauche n'a pas assez d'arguments pour pousser à elle les abstentionnistes et les électeurs aujourd'hui macronistes, qui étaient de droite, qui est, on va dire, voilà, un ancrage traditionnel, historique, au Liban et dans cette circonscription. Alors justement, vous venez de mentionner les abstentionnistes. 113 835, donc c'est le nombre d'inscrits sur les listes électorales dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. On le rappelle, qui comporte 49 pays. C'est quand même un grand nombre de pays, donc du Moyen-Orient et d'une partie du continent africain. Mais seuls 30% des électeurs sont allés voter, contre 66% à l'échelle nationale. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre ? Est-ce que les Français de l'étranger se sentent délaissés ? Est-ce que l'éloignement géographique fait qu'il y a un certain désintérêt pour la vie politique française ? Comment est-ce qu'on explique cette grosse différence ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, cette idée de représentation des Français de l'étranger, elle est assez récente. Donc il faut laisser le temps à cet ancrage, ou du moins cette passerelle politique avec les Français de l'étranger, qui sont une richesse nationale, mais une richesse qui n'était pas vraiment exploitée, utilisée par
par l'économie ou par, on va dire, les politiques publiques à l'échelle française. Hein. On voit bien aussi il y a un vrai déphasage entre les Français de l'étranger, qu'il s'agisse de binationaux ou de Français établis pour le travail en forme d'expatriés. Voilà. Et il y a aussi un décalage vis-à-vis des prestations sociales, vis-à-vis des impôts, donc on est vraiment dans une véritable, je ne veux pas dire cassure, mais vraiment un vrai décalage qui fait que la politique en France n'a pas vraiment d'impact sur ces Français de l'étranger. Or, il s'agit d'ailleurs, c'était l'un des arguments forts d'Elsa Di Maio, n'est-ce pas, de rapprocher un peu, de moderniser la Caisse des Français de l'étranger, de rapprocher un peu les Français des enjeux de politique publique, des grandes questions sociales, des grandes questions économiques, des grandes questions écologiques, d'ancrer plus cette richesse dans le patrimoine français et dans sa richesse socio-économique, mais elle n'a pas réussi, de par sa campagne, à créer ce véritable engouement et ce véritable attachement qui, à mon avis, devra se faire sur plusieurs paliers, sur plusieurs années. Et là aussi, il s'agira pour les candidats, il s'agira pour les formations politiques d'aller chercher justement ces voix, d'aller chercher justement ces voix au sens aussi classique et traditionnel, se faire entendre et à rapprocher les Français de l'étranger de la logique électorale en France. D'où l'abstention aujourd'hui qui on l'espère, sera défaite au fur et à mesure des élections. Alors, vous parliez de rapprocher donc, ces Français de l'étranger de la vie politique française. Est-ce que ma question va être simple et compliquée à la fois, est-ce que c'est possible? Parce que par exemple, dans la première circonscription des Français de l'étranger, on a le Canada et les États-Unis. Bon, ça reste de territoires qui sont immenses, il y a un nombre d'électeurs immense, mais on peut imaginer que c'est quand même plus pratique pour le ou la députée en question voilà, de parler à ces électeurs, d'être proche de ces électeurs. Mais dans des circonscriptions comme la 10e et la 11e, on a 49 pays. Est-ce que c'est possible, vous pensez, ou il s'agit là juste d'un découpage qui ne fait pas... Est-ce que le découpage fait sens, selon vous, est-ce que c'est possible, voilà, en tant que député, de rassembler autant de Français issus de milieux et de pays autant divers sur des territoires aussi larges? Ah, c'est très compliqué, c'est très compliqué. On voit bien la difficulté de faire campagne aussi pour les candidates. On voit aussi la difficulté en tant que député d'aller sur le terrain, d'écouter, d'ouvrir un peu les vannes de la communication, d'avoir une sorte de proximité avec ses électeurs, d'engagement politique, d'ouvrir des permanences. Ça coûte cher, c'est pas évident. Voilà. Mais en même temps, il faut revenir aussi au découpage électoral qui doit rester cohérent en termes de démographie. Il n'y a pas énormément de Français établis partout. Hein. Il y a de grands hubs comme dans le Golfe ou au Liban ou au Maghreb. Mais le Maghreb n'appartient pas à cette circonscription. Voilà. En Afrique, il y en a encore moins. Donc il faut bien évidemment que cette circonscription fasse sens et aux candidats d'essayer d'être voilà, créatifs et trouver les moyens de s'ancrer territorialement et idéologiquement. Et c'est ça qui est très compliqué, puisque historiquement, dans les diasporas sont surtout attachées aux questions géopolitiques. Elles sont surtout attachées aux questions de puissance, aux questions de rayonnement de la France dans ce qui fut les anciennes colonies ou dans ce qui est aujourd'hui de régions stratégiques. Or, lorsqu'il s'agit de voter, là, on est dans une autre logique. La géopolitique, tout d'un coup, prend place au second rang et on est plutôt sensibilisé sur les questions sociales, questions de retraite, de chômage. Or, ce n'est pas des questions qui forcément touchent, n'est-ce pas, les expatriés ou les Français de l'étranger, qui, eux, restent attachés à la géopolitique. Et on l'a vu pour le Liban, hein, l'attachement de Macron au Liban et les efforts faits par Jean-Yves Le Drian et Le Quintet pour essayer de protéger le Liban de ce qui se passe à Gaza, de protéger le Liban d'une autre guerre avec Israël, de protéger le Liban d'une déliquescence et d'un abîme sans fond. Eh bien là, il y a un véritable intérêt qui a fait que La République En Marche est arrivée en premier. Mais là encore, il s'en est fallu d'un cheveu. On parle là de quelques milliers de voix, c'est-à-dire les 2000 votes blancs qui ont été mis, ils seraient allés côté socialiste, ou du moins à gauche, les résultats auraient été très différents. Alors, vous parliez effectivement, forcément, les Français de l'étranger, vous le mentionnez à l'instant, ne sont pas concernés par les mêmes problématiques que leurs compatriotes qui, eux, vivent en France, en métropole ou dans les dom-toms.
dans quelle mesure aussi peut-être une forme de déconnexion du paysage médiatique? Alors évidemment, les Français de l'étranger souvent suivent quand même ce qui se passe. Ils ont évidemment accès aux médias français, mais de fait, ils sont moins exposés au paysage médiatique comme on peut l'être lorsqu'on vit sur le territoire français. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça participe de cette forme de peut-être de désintérêt ou de déconnexion de la vie politique selon vous? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a une très fort intérêt dans tout ce qui se passe en France. Il y a bien évidemment un attachement territorial, il y a des visites, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'intérêts qui sont aussi exprimés. Mais lorsqu'il s'agit d'expression politique, là, il y a des clans qui sont formés de longue date. Et on voit que le clan, d'ailleurs, de droite, le RPR déjà, l'UMP à l'époque de Sarkozy, maintenant LR. C'est intéressant de voir qu'au premier tour, c'est quand même le candidat de LR qui était en premier, qui avait le plus de voix au Liban. Bon, pas assez sur les 49 pays pour se maintenir au deuxième tour. Lucas Lama. Lucas Lama, voilà. Donc, et lui, il arrive en tête au Liban, mais il n'a pas, là aussi, il n'a pas réussi à justement faire campagne dans 49 pays. Il n'a pas d'ancrage. C'est très, très difficile. Il faut des moyens. Et là, on a bien vu un peu la débandade de LR, qui eux-mêmes devaient gérer un peu tous les décalages, les déphasages qu'ils étaient en train de vivre, la crise interne que Éric Ciotti a provoquée en ralliant le Rassemblement national. Et donc on voit bien que le Liban, ancré historiquement à droite, a quand même laissé fuiter un bon score à gauche, mais de par Gaza, mais pas assez. Parce que là, il y a un vrai retour du bâton sur une politique quand même assez confuse de la France vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de Gaza, une politique très confuse sur une répression de l'expression palestinienne ou pro-palestinienne, ou du moins anti-israélienne qui est assimilée à de l'antisémitisme, ce qui est une bêtise et juridique et politique. Mais bon, là encore, c'est l'histoire de l'Europe. Et beaucoup de Franco ou de Français de l'étranger, franco, binationaux et autres, eux, bien évidemment, n'ont pas cette lecture-là, n'ont pas cette histoire-là, n'ont pas cette conscience-là. Oui, ça à travers un autre prisme. Absolument. Souvent. Et ce prisme-là a failli coûter le siège de Amelia Lacrafi. Alors, justement, on parlait aussi de l'histoire de l'Europe. On pourrait revenir peut-être aux résultats à l'échelle nationale. On le rappelle, donc, le nouveau Front populaire a obtenu, est en tête avec 182 sièges à l'Assemblée nationale, suivi d'Ensemble avec 168 sièges et du Rassemblement national avec 143 sièges. Beaucoup se félicitent d'un échec du Rassemblement national, se disent soulagés. Néanmoins, on rappelle que c'est tout de même le parti qui a obtenu le plus de sièges, puisque les deux en tête, le nouveau Front populaire et Ensemble, sont en fait issus d'alliances. Quel regard vous portez là-dessus, sur ces résultats? Oui, vous avez absolument raison. Le Rassemblement national, et d'ailleurs Jordan Bardella l'a bien expliqué au soir du deuxième tour, c'est une percée exponentielle. Là, on est entre 2017 et 2024, on passe de 8 députés à 150. C'est quand même exceptionnel. On était à 89 députés à la dernière législature. Là, pratiquement on double le nombre de députés. Donc bien évidemment, ils peuvent être heureux dans l'état-major du RN, d'autant comme vous l'avez bien souligné, il s'agit là d'un score d'un seul parti, avec des petites minorités d'alliés, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, tandis qu'on a bien vu le gros effort et un peu le surréalisme parfois des transactions, des tractations, des approximations au sein de la gauche, au sein du centre mou, les contradictions au sein de la droite, on va dire classique, droite modérée, les LR, etc. Et donc on voit un peu ce tripartisme qui émerge, qui est vraiment en décalage avec les institutions de la Ve République qui vont devoir vivre et gérer cette crise politique qui est en train de s'ouvrir là sous nos yeux parce que le régime français de la Ve République n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime semi-présidentiel. Et donc, il va falloir que le président Macron arrive à gérer, à trouver le bon dosage, quel gouvernement, trouver les bonnes réponses, ne pas se mettre à dos non plus cette nouvelle Assemblée. De toute façon, il ne peut pas dissoudre avant un an. Beaucoup discutent aussi de la possibilité d'une démission, qui à mon avis n'est plus sur la table vu le score du RN, mais quand même c'est un score qui est là aussi remarquable, qui est très dangereux, et qui s'est fait
bon, sous son mandat. Donc il y a une vraie responsabilité politique ici. Exactement. Il y a une vraie responsabilité de ce régime-là qui a, là aussi, énormément configuré et les médias et l'opinion publique française, là on parle vraiment de la France métropolitaine, sur les questions de l'extrême droite. C'est-à-dire on avait là, durant les 7 dernières années, un gouvernement et un régime macroniste qui a vraiment suivi l'extrême droite, même on pourrait dire jusqu'au bout, puisque l'idée de la dissolution, elle était soufflée par l'extrême droite. C'est quelque chose qui avait été demandé alors, quelques heures avant que Emmanuel Macron, alors bien évidemment, il ne s'agissait pas bien sûr d'un appel d'air, mais c'est quand même, voilà, c'est-à-dire on s'aligne tout d'un coup, on a l'impression de s'aligner sur un agenda d'extrême droite qui, au lendemain de ces élections, va poursuivre sur cette lancée et essayer d'imposer son agenda, si ce n'est dans l'Assemblée nationale, du moins dans le soft power qui s'est émargé aujourd'hui au sein de l'opinion française et l'espace médiatique. Alors, justement, vous mentionnez quel gouvernement ? C'est ça maintenant la question aussi qui se pose. Gabriel Attal a remis sa démission donc, ce matin au président Emmanuel Macron. Selon vous, quel serait le potentiel ou la potentielle première ministre écoutez, là, on est un peu vraiment dans... Et d'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères, enfin le ministre sortant des Affaires étrangères, ces journées, il avait bien expliqué lors des élections européennes, il a dit le paysage politique français aujourd'hui, c'est le Liban sans le soleil. Et donc on voit vraiment une sorte de libanisation qui commence à émerger, ce qui n'est jamais une bonne chose, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est une allégorie qui est tout sauf optimiste. Donc lorsque un système politique se libanise, ça veut dire qu'on se communautarise, ça veut dire qu'on y injecte de l'instabilité, ça veut dire que les institutions commencent à s'essouffler. Et c'est un peu cette peur qui commence à saisir un peu les Français, qui aujourd'hui soufflent parce que le RN a fait... Bon, si on suit les éditorialistes, un mauvais score, mais comme on vient de le dire, ce n'est pas du tout un mauvais score, c'est une force de frappe phénoménale à l'Assemblée et qui va peser justement dans le choix du prochain Premier ministre. D'ailleurs, la démission de Gabriel Attal a été rejetée pour l'instant. On est vraiment dans le prisme libanais du wait and see. Ça, c'est quelque chose au Liban qui est quelque chose, alors on le voit bien avec l'élection du président de la République ou les gouvernements qui gèrent les affaires courantes. La libanisation du paysage politique français, c'est quand même une expression très forte. Absolument, elle est très forte et elle vient, disons, de l'establishment politique lui-même. C'est-à-dire c'est Sébastien Séjourné qui l'a dit lui-même, il a dit c'est le Liban sans le soleil. Donc on voit bien combien l'image est saisissante et combien on voit bien combien ils prennent conscience de l'étendue de la crise qui leur pend au nez, qui vient aussi, qui de mon avis, précède la dissolution. On est vraiment dans un paysage où les macronistes ont eu du mal à durablement, on va dire, chambouler le paysage politique français. C'est-à-dire le pari d'Emmanuel Macron, du moins de dépasser la droite et la gauche, eh bien c'est un pari perdu. Donc on verra ce qu'il en restera. On laisse les historiens faire le bilan à la suite de ces mandats. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a une vraie droitisation de la politique française, une droitisation de l'électorat français, et on va voir comment les acteurs politiques français, comment l'establishment politique, comment la gauche, là aujourd'hui, qui est peut-être en tête, mais là aussi, c'est assez quand même, on va dire, artificiel, puisque c'est une réaction au RN. Oui. Maintenant, est-ce que les idées de de ce nouveau Front populaire, est-ce qu'eux vont pouvoir justement imposer cet agenda au gouvernement? Parce que là encore, on n'est pas dans un régime parlementaire, c'est pas une monarchie constitutionnelle, c'est un système extrêmement rigide, très vertical, où Emmanuel Macron conservera énormément de leviers, où le gouvernement conservera énormément de leviers. Et donc là, du fait que la démission de Gabriel Attal a été, je ne veux pas dire rejetée, mais n'a pas été avalisée, n'a pas été acceptée, eh bien Emmanuel Macron, on revient un peu à ce paradigme du wait and see, il a jusqu'au 18 juillet. 18 juillet, c'est le début de cette législature, de cette nouvelle assemblée, avec ce tripartisme justement qui va agir sur les dynamiques politiques du pays aujourd'hui. Et ce wait and see, eh bien, le 18 juillet, il va devoir décider, parce qu'il est clair que Gabriel Attal, maintenu, se fera alors là, balayer d'une motion de censure, alors là, peut-être historique, au niveau de la Ve République, donc il ne peut pas risquer ça. Donc forcément, il a, on va dire, 15 jours devant lui, un peu moins, pour une dizaine de jours, pour essayer de déterminer un peu l'équilibre des pouvoirs qui pourra éventuellement émerger de cette nouvelle carte électorale qui s'offre à la France aujourd'hui. 15 jours, donc, qui seront déterminants pour cette nouvelle carte électorale
du paysage politique français, comme vous venez de le mentionner. Merci beaucoup, Karim Mufti, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes nos plateformes. Restez connectés sur Ici Beyrouth.